Bonjour à tous. On va tout d'abord se présenter. Donc, Isabelle Madeleine, je suis pharmacien à Saint-Louis. Et comme vous le savez peut-être, à Saint-Louis aujourd'hui, on est l'un des grands centres d'hématologie qui ont la chance de pouvoir administrer aux patients d'hématologie énormément de Carticel. Et donc, du coup, c'est un plaisir de participer à cette journée pour, je dirais, l'élargissement des indications futures à des maladies autres qu'hématologiques. Et donc Je suis Ibrahim Yakoubaga, je suis hématologue clinicien au CHU de Lille. Donc oui, je m'occupe de l'unité de thérapie cellulaire, que ce soit de l'allogreffe ou d'autres thérapies cellulaires, et les Carticel également. Donc félicitations pour ce congrès, je trouve que c'est très très intéressant, et quand je vois le nombre de gens qui résistent jusqu'à la fin, je pense que vous avez bien raison de rester, parce que le programme est très très intéressant. Donc le docteur Zora Marjanovic, qui va nous parler du parcours de soins des patients avec maladie auto-immune rhumatologique. En français, tu m'avais dit ? Oui. Voilà. The floor is yours. Bonjour à tous. Donc, après toute cette magnifique science que vous venez d'entendre, on va passer à la clinique. C'est pas décevant parce qu'il y a pas mal de cliniciens et cliniciennes ici, aussi bien médecins qu'infirmières. Donc, c'est un travail qui a été fait, bien sûr, par l'équipe MATEC, des gens courageux qui travaillent de semaine en semaine ensemble sur ce genre de... Et puis, ça a été fait donc aux ateliers de Lille, donc vous avez le père spirituel ici présent. Voilà. Les Carticel donc représentent en effet une approche prometteuse pour traiter les maladies auto-immunes. Ces maladies souvent assez dramatiques, avec souvent réfractaires aux différents traitements et qui nécessitent les traitements intensifs. Les patients candidats pour Carticel, certes, il y en a. Pour le moment, ils peuvent être uniquement inclus dans les essais industriels. Et donc, toutes ces thérapies de CAR-T, bien sûr, restent en phase d'évaluation actuellement, avec des essais cliniques en cours dont vous avez probablement entendu parler. Je vais rapidement passer parce que Agnès Bonin, on a déjà parlé ce matin, donc je vais passer sur le rationnel très rapidement. Toutes ces recommandations européennes nationales, donc nationales par MATEC, SFGMTC, et européennes par le BMT. Donc on va présenter les choses principales pour pouvoir bien prendre en charge les patients. Donc on va passer rapidement sur rationnel, surtout parler un tout petit peu des patients candidats, aller sur les différents intervenants impliqués, comme vous avez pu voir déjà dans les précédentes présentations. Il y en a beaucoup, il y en a encore plus dans les CAR-T qu'il y en avait jusqu'à présent pour la greffe. Donc les examens nécessaires avant, pendant et après, et puis organisation de parcours de soins en soi. Donc c'est une thérapie génique, les CAR-T sont produites à partir de lymphocytes autologues actuellement, avec derrière les CAR-T allogéniques qui pointent le bout de leur nez, avec donc les potentiellement prometteurs pour les maladies auto-immunes, et notamment le lupus, dans lequel il y a actuellement le plus grand nombre d'essais cliniques. L'efficacité dans les maladies immunes est liée à la réduction de l'auto-immunité B et d'inflammation. Et donc, dans tout ce qui est publié jusqu'à présent, et notamment par les équipes allemandes et d'autres, et chinoises et autres, donc on a vu que cette thérapeutique est réalisable, que les manifestations cliniques du lupus rapidement cessent chez ces patients, ce qui est important, puisque souvent quand ils arrivent à ce traitement-là, les patients sont déjà, ils ont beaucoup d'attentes et beaucoup de résistance, ce qui fait que
ben, c'est un peu le traitement. On a besoin des traitements qui vont faire rapidement effet. On va le faire suite à une chimiothérapie par fludérabine et endoxan, et on va surveiller par la suite, au niveau du immunophénotypage, les sous-populations lymphocytaires, afin de mettre en évidence la disparition des cellules B mémoire et des plasmablastes et la réémergence des cellules B. Quel patient? Donc, comme on a dit, c'est essentiellement lupus au jour d'aujourd'hui. Il y a aussi des dermatomyosites un peu, il y a la sclérodermie, mais les essais cliniques, pour le moment, majoritairement, c'est pour le lupus. Alors, là, vous avez donc les critères d'éligibilité que les collègues, y compris ici, certains ici présents, pour le BMT, à l'EBMT, ont donc donné comme les critères d'éligibilité pour les CAR-T dans le lupus. Alors, ça, vous pouvez les lire. Après, quelle est la réalité? La réalité, c'est que vous avez devant vous les essais cliniques, dans lesquels, quand vous les lisez, vous avez 4 pages de critères d'inclusion et 4 pages de critères d'exclusion. Ce qui fait que sur 300 malades, ça vous ramène à un malade. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est majeur, et certainement que Dr Nivet et d'autres vont vous en parler, et Dominique vont vous en parler pendant la table ronde tout à l'heure. Donc le problème majeur de critères d'éligibilité dans ces essais cliniques. Alors, pour passer aux intervenants dans cette procédure, les médecins référents, bien évidemment, spécialistes de maladies auto-immunes, les hématologues, comme d'habitude, le couple d'enfer, alors équipe spécialisée du prélèvement, bien sûr, et donc unité de thérapie cellulaire et pharmacie hospitalière, sans lesquelles on ne peut pas faire tout ça. Et puis, donc, Agnès Bonin, ce matin, a bien décrit toute cette partie-là, donc je vais passer. Bien sûr, les laboratoires et les unités cliniques spécialisées, qui sont les unités aussi bien d'hématologie que d'autres, malheureusement, puisqu'on peut avoir les passages en réanimation, on peut avoir des hospitalisations en infectiologie et en neurologie s'il y a des effets secondaires, en tout cas des complications. Et le plateau médico-technique que je ne vais pas détailler puisque Agnès en a parlé. Alors, très rapidement, examen nécessaire en pré-CAR-T, évidemment, évaluation spécifique selon la maladie auto-immune, et je ne vais pas parler de tout parce que vous connaissez parfaitement, avec l'autogreffe, vous le connaissez parfaitement, et donc ça se recoupe quand même beaucoup. On va insister sur la partie neurologique. Donc, le traitement par CAR-T nécessite une évaluation neurologique avant même d'envisager donc le traitement, l'infaférèse. Donc, c'est essentiellement IRM cérébral, donc l'électroencéphalogramme et une évaluation neurologique par un neurologue, et puis donc examen clinique, et ensuite donc une évaluation MoCA, qui est le Montreal Cognitive Assessment, qui est nécessaire pour pouvoir éventuellement dans les modifications très fines avant et après les CAR-T, réinjection, pouvoir donner vraiment quelque chose d'objectif dans les petites modifications des troubles, notamment de troubles cognitifs après les CAR-T. Voilà le parcours. Le parcours, il est évidemment assez lourd dans le sens où il y a beaucoup d'intervenants. Donc, on avait dit critères de sélection des patients dont on a parlé. Et donc, après ce bilan de prééligibilité, d'un bilan pré-thérapeutique, donc on va présenter le patient en RCP Matec national, où il y a donc les hématologues, bien évidemment les hématologues en premier, les spécialistes de maladies auto-immunes et les hématologues accessoirement, et puis bien sûr les pharmaciens et autres.
si affinité. Donc, en tout cas, cette RCP MATEC nationale très importante, donc passage par cette RCP, où on est très exigeant dans le sens où on demande vraiment un bilan qui date de moins de 3 mois. C'est un paramètre très important puisque malheureusement, chez ces patients, on peut avoir des changements rapides de situation clinique et autres pour pouvoir prendre la décision d'aller jusqu'au CAR-T. Il faut vraiment avoir un bilan complet de moins de 3 mois. Donc, après la discussion RCP n'est pas seulement sur indication ou contre-indication pour ce traitement, c'est aussi la possibilité de s'orienter, d'orienter le parcours du patient et les soins avant la leucophérèse, de décider le traitement de bridge, ce qu'on appelle le bridge, donc le bridging thérapie de traitement d'attente, et également éventuellement aider les collègues qui n'ont pas l'accès ni au compassionnel ni aux recherches cliniques, c'est-à-dire des essais académiques ou industriels, notamment en ce moment industriels, de leur indiquer ces essais et de éventuellement pouvoir les aider d'inclure les patients dans ces essais. Donc, une fois qu'on a présenté et qu'on a eu indication pour les CAR-T, le patient est dirigé vers le centre CAR-T, qui peut être dans le même hôpital dans lequel est le médecin référent du patient, référent de maladie auto-immune, ou bien dans un autre centre qui, évidemment, je ne vais pas parler de toutes les exigences que nous avons pour ces centres, puisque ça a été dit ce matin. On va passer donc à leucophérèse. L'importance avant la leucophérèse, c'est en effet de faire un dernier bilan infectieux. Il y a des sérologies virales à prélever, en dehors de tout le bilan qui a été fait avant, et donc arrêter des corticoïdes ou des immunosuppresseurs, au moins 3 semaines d'immunosuppresseurs, et puis les corticoïdes, on tolère les minimes doses, mais enfin, on préfère que les patients soient que ne soient pas sous corticoïdes. Bon, pour les patients en hématologie, pour lesquels on a la plus grande expérience, ce n'est pas un problème, mais il est vrai que parfois ça peut être compliqué pour les patients avec les maladies auto-immunes de pouvoir le faire. Ensuite, donc, une fois que le patient est venu pour un bilan avant la leucophérèse avec les sérologies et tout cela, nous avons une signature d'un consentement qui est très importante puisque elle permet d'inscrire le patient au niveau des plateformes qui sont qu'ont des laboratoires pharmaceutiques qui sont les plateformes dédiées pour pouvoir lancer toute la procédure et juste après faire la lymphophérèse. Donc, nous avons décidé en RCP MATEC un traitement d'attente, une bridge thérapie qui est nécessaire la plupart du temps. Et on va mettre en route, une fois qu'on a fait la lymphophérèse, qu'on a eu donc l'envoi des prélèvements, on va mettre en route le traitement d'attente ou le bridge thérapie. Donc, toute la procédure va prendre à peu près 1 mois entre la lymphophérèse et retour possible de cellules et hospitalisation du patient. Entre-temps, le patient sera traité donc par bridge thérapie et il va avoir une consultation de validation avec actuellement l'hématologue et son médecin référent de maladie auto-immune, bien évidemment, et il va ils vont, en connaissant les résultats, pouvoir valider la procédure et le patient sera hospitalisé pour une lymphodéplétion avec la plupart du temps fludarabine cyclophosphamide et avoir la réinjection des CAR-T. Suite à ça, en général, les patients sont hospitalisés pendant 10 jours minimum. 10 jours, c'est minimum, plutôt c'est 14 jours. Pendant le premier mois, on appelle ça le suivi précoce. C'est un suivi qui ressemble beaucoup à un suivi post-allogreffe, pas post-auto, mais post-allogreffe, parce que c'est souvent les passages bi-hebdomadaires à l'hôpital du jour. Et ensuite, on va passer au suivi moyen et long terme. Donc, vous avez la frise là. Donc, comme on a dit,
on fait initial évaluation, RCP. Donc là, nous avons un mois à peu près entre aphérèse et retour de médicaments, de produits, et réinjection. Après réinjection, le patient, il est en général dans une unité de soins intensifs, c'est-à-dire c'est pas les unités comme la réanimation, mais c'est des USI, c'est la partie de service d'hématologie qui est une unité qui a des critères de soins intensifs. Et ensuite, il va passer à l'hôpital de jour pour un suivi bi-hebdomadaire. Et voilà. Là, quand on regarde un peu notre frise, elle est peut-être un tout petit peu optimiste, puisque quand on va arriver au -1, donc ça veut dire, on va dire 28 jours, comme je vous ai dit, c'est bi-hebdomadaire. On va peut-être en effet passer à l'hebdomadaire. On va difficilement passer au suivi une fois par mois. Donc il faut le dire. Bon, après le suivi, il continue, mais en tout cas, bon, même si ce traitement est bien supporté, qu'on fait les CAR-T en hématologie, chez des patients jusqu'à 80 ans, y compris jusqu'à 90 ans, il faut quand même une bonne surveillance. Donc, cette hospitalisation d'au moins 10 jours va être... donc l'important, c'est vraiment je l'ai remis là pour savoir que vraiment, il faut que ça soit un suivi régulier et que les patients viennent. C'est pour ça que vous avez dans certains essais cliniques l'exigence que le patient ne soit pas très éloigné de l'hôpital où il a reçu ses CAR-T, parce que, évidemment, ça peut être lourd un peu de faire les allers-retours pendant longtemps. Ensuite, une fois qu'on a dit tout ça, c'est pas pour faire peur, mais il faut quand même juste dire 2-3 mots sur les complications. Je vais aller vite parce que je vois que je dépasse. Donc on a comme complication précoce déjà avant le J28, le principal, c'est le syndrome de relâchage cytokinique. Donc que vous connaissez certainement, relâchage cytokinique lié à l'interaction entre les cellules CAR-T et des monocytes macrophages. Principal symptôme, c'est la fièvre. L'importance là-dedans, c'est en effet de repérer les formes les plus sévères qui sont donc caractérisées par les défaillances hémodynamiques, respiratoires et puis multiviscérales. Pour ça, le plus important, surveillance toutes les 4 heures de paramètres vitaux et qui vont nous mettre en alerte pour commencer les éventuels thérapeutiques. Donc les thérapies ciblent surtout l'IL-6. Donc là, vous avez la gradation de ce syndrome qui est essentiellement lié, qui est donc une espèce d'association entre ce qui va faire monter le grade, c'est association de fièvre avec hypotension et hypoxie, et puis vous avez des symptômes associés qui sont la nausée, céphalée, myalgie, arthralgie, malaise et autres. Donc c'est pour ça qu'il est très important de surveiller le patient toutes les 4 heures. Donc nous avons donc les surveillances habituelles par infirmière, par le médecin, visite 2 fois par jour au lit du patient avec une surveillance biologique obligatoire 1-2 fois par jour. Les traitements de SRC, vous les connaissez, mais très rapidement, donc sont donc tocilizumab ou bien donc les corticoïdes, ou bien le plus tard possible, si possible non, et puis anakinra si vraiment il n'y a pas s'il y a des critères de SAM ou s'il n'y a pas d'amélioration au niveau de syndrome. Deuxième complication précoce importante, la neurotoxicité, donc, qui est relativement fréquente dans les maladies hématologiques, mais pas vraiment décrite dans les MAI. Ça, c'est une bonne nouvelle, pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle pour les MAI, parce que c'est plus souvent, les patients sont souvent plus fragiles et il faut vraiment les surveiller de près. Mais voilà, peut-être que ça donnera quelque chose cette fois-ci plus optimiste. Au niveau du tableau clinique, nous avons une encéphalopathie avec des troubles de fonction supérieure. On a en règle générale
ce qu'on utilise pour traitement, c'est un traitement immunomodulateur et la gradation est faite par le score ICE. Il faut savoir qu'un seul critère est suffisant pour établir la neurotoxicité et vous avez ici le grade qui est donc du score, dont les principaux items sont la trouble de conscience, épilepsie, signe moteur et hypertension intracrânienne. Voilà, donc c'est le calcul qui fait le grade. La prise en charge avec de la neurotoxicité, pareil, donc pour un grade 1, presque rien, par une surveillance plus des examens neurologiques et, notamment et autres. Et puis, pour plus on monte en grade, on va se retrouver avec d'autres traitements de type corticoïdes, anakinra et plus ou moins autres. D'autres complications précoces, hématotoxicité bien évidemment, avec le support tensionnel, les facteurs de croissance, et d'autres toxicités qui sont liées ou à la fludarabine et cyclophosphamide qui sont plutôt exceptionnelles. Peut-être la fonction rénale, peut être un facteur dont il faut se méfier, mais en tout cas, c'est des médicaments qui sont donnés à la dose où ils ne donnent pas trop de soucis. Évidemment, nos vomissements, l'alopécie n'est pas constante, hein, donc c'est rare. Ces médicaments, même aux doses plus importantes, ne donnent pas toujours des alopécies, et notamment à ces doses-là, moins. Complications tardives, nous avons des cytopénies, de troubles d'hémostase, infection et lymphocytes B, de neurotoxicité retardée, et flairé poussé. Donc, dans ces traitements très importants, déclaration et enregistrement de données, et Agnès en a parlé, donc je passe extrêmement vite, MATEC, Descartes, SFG-MTC, EBMT, les mots-clés donc, que vous connaissez, déclaration obligatoire, les sous sont derrière aussi, si pas de déclaration, pas de sous, et suivi de 15 ans, et les questions résiduelles que vous pouvez voir, donc l'évolution vers d'autres développements cliniques, produits de quartier académiques, espérant, parce que ça ne sera pas ni 400 000 ni 200 000 euros peut-être, n'est-ce pas Agnès? Et puis, traitement notamment des autres pathologies auto-immunes traitables. Et voilà, donc les messages importants, c'est coordination interdisciplinaire, c'est ce qu'on dit depuis que MATEC existe. Il n'y a pas de traitement de maladies auto-immunes sans binôme, sans donc les groupes de travail ensemble autour de patients. RCP national MATEC SFG MTC qui garantit la prise de décision en équipe pluridisciplinaire experte et accent sur le suivi rigoureux et la sécurité pour les patients. Voilà, merci.